Ça y est, il y a du soleil, il fait beau, c'est le moment de ressortir les t-shirts. C'est parti pour un update lecture. Aujourd'hui, je suis joie et bonheur puisque effectivement il fait beau et donc du coup j'ai envie de tourner un update en mode ça y est, c'est le printemps. Rien à voir avec ce que je vais vous présenter au niveau des lectures. J'ai 3 romans à vous présenter et 3 graphiques. Je vais commencer par les graphiques. J'ai lu 3 premiers tomes sur ce mois de mars. Enfin, j'en ai lu plus sur le mois de mars, mais au moment de cet update, j'ai lu le Grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin. Alors, sur le mois de mars, j'avais dit que je ne lirais que des autrices. Bon, dedans, il y a Arleston au niveau du scénario et Couleur, c'est une femme aussi. On va dire que sur 4, il y a 3 femmes et un homme, donc je les fais passer sur le mois de mars. On va suivre ici 3 sœurs dont la maman a disparu et qui vivent chez leur tante. Enfin, il y a les 2 plus jeunes qui vivent chez leur tante et la tante est absolument exécrable avec elles. Quand va débarquer la plus grande qui a réussi à obtenir leur garde et qui les invite à venir vivre avec elle dans un bus anglais qu'elle a retapé en librairie et pour vivre des aventures itinérantes. On va suivre tout ça sous le regard surtout d'Elphie, qui est une petite fille pleine de magie, qui a envie de s'émerveiller, qui a envie de découvrir le monde et qui est fascinée par les origamis et qui vraiment croit en quelque chose d'une espèce de petite magie supérieure qui pourrait exister dans son monde. Et j'ai beaucoup aimé cette saga. Alors, j'avais lu une saga qui ressemblait un petit peu, qui s'appelait Les Sœurs Grémier, auquel je m'étais pas du tout attachée. Là, j'ai tout aimé, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les 3 jeunes filles. J'ai beaucoup aimé ce qu'elles vivaient. Là, elles se rendent sur une île en Bretagne, dans un village qui s'appelle Carnezet, c'est ça, il me semble. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Alors, j'ai beaucoup aimé les couleurs et le traitement du texte et enfin tout, en fait, l'histoire, les personnages, tout a fonctionné. Vraiment, c'était très chouette. Je lirai la suite avec plaisir. J'avais emprunté ce tome-ci à la bibliothèque et je pense que j'ai tellement aimé, je pense que je vais finir par les acheter parce que je les relirai volontiers parce que j'ai vraiment aimé beaucoup cet univers et la douceur qui s'en dégage. Je continue dans les graphiques avec le premier tome de La Lanterne de Nyx de Kan Takama. Je l'ai lu dans le cadre de Mars au féminin. Là, encore une fois, c'est une mangaka femme. On est en 1878 à Nagasaki. On va suivre le destin d'une jeune fille, cette jeune fille qui s'appelle Mio et qui va trouver du travail chez un antiquaire. Et en fait, elle a un pouvoir particulier, Mio, parce qu'elle quand elle touche les objets, elle connaît ses propriétaires passés et ses propriétaires futurs. Et en fait, elle vit avec sa tante, il me semble. Et elle vit avec, oui, je crois que c'est ça, avec sa tante qui est absolument exécrable. Oui, c'est ça. Et son oncle qui ne lui parle pas. J'ai eu comme un espèce de bug parce que dans les 2 histoires, il y a ça. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose. Dans l'autre, l'oncle est sympa. Alors que là, l'oncle, il est carrément, il ne lui adresse pas la parole. Mio, c'est une jeune fille qui n'est pas du tout sûre d'elle et qui a été quand même pas mal broyée et qui est pas mal broyée par sa tante. Et dans cette boutique, en fait, elle va découvrir vraiment toute la bienveillance qu'il peut y avoir de la part du propriétaire et d'un autre personnage qu'on va découvrir qui travaille avec lui. Et on va découvrir aussi l'arrivée du monde moderne avec toutes ces nouvelles technologies, la machine à coudre et plein de nouveautés en fait qui vont arriver dans ce monde. C'est vrai que la part de magie n'est pas extrêmement présente, mais moi j'en attendais pas forcément. Je vous avoue que j'avais pas tellement lu en fait la 4e de couverture pour changer. J'avais surtout vu le titre et j'avais bien aimé, j'avais feuilleté comme ça, j'avais bien aimé les graphismes et j'ai beaucoup aimé ce premier tome que j'ai trouvé très prometteur. Il faut juste pas forcément y chercher de la magie, on est plus sur une espèce de tranche de vie plutôt que de la magie. Je l'ai lu en lecture différée avec Barbara parce qu'on devait le lire en lecture commune et en fait on l'a lu toutes les 2 à un moment qui n'était pas prévu, mais ça nous a quand même permis d'échanger autour de cette lecture. J'ai eu un petit bug à un moment donné quand on découvre le pouvoir de Mio sur les objets passés et futurs où j'étais là mais pourquoi ça me dit quelque chose? Je dis, mais c'est pas possible, ça me dit quelque chose. Et oui, effectivement, ça me dit quelque chose. C'est le principe de la passe miroir. Et oui, c'est le pouvoir d'Ophélie dans la passe miroir. Bon, après, ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas du tout dans le même univers, même pas
dans la passe miroir, on n'est pas sur dans notre histoire, mais voilà, ça m'a juste fait un petit bug au début. J'ai lu ensuite Miggy et Dali de Namine Sano, que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Comicu Édition, que je remercie infiniment. C'est un tome 1. Quand je suis partie dans cette lecture, je m'attendais à rien. Je me rends compte que j'avais même pas lu la 4e couverture pour changer. On va sur ici un jeune garçon qui s'appelle Hitori, qui va être adopté par une famille qui vit dans une banlieue qui est vraiment construite sur le même principe qu'une banlieue américaine. Et donc il va vivre il va être adopté par cet homme et cette femme qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants et qui ont un certain âge. Et au début, en fait, très vite, on découvre que Hitori, il est arrivé avec des cartons, ses affaires, et dans un de ces cartons, il y a son frère jumeau. Et donc, il va y avoir Miggy et Dali, qui sont en fait les deux jumeaux, qui vont s'interchanger de place pour pouvoir vivre avec ce couple. Alors au début, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, c'était hyper bizarre, hyper farfelu, comment ils échangeaient de place, comment ils se faisaient pas griller. Il y avait des trucs, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Je comprenais pas, c'était pas très crédible. Et puis, en fait, à un moment, le personnage d'Hitori, donc incarné par les deux jumeaux, va faire des choses pour se rapprocher du père et se rapprocher de la mère. Et au début, on comprend pas très bien pourquoi, surtout qu'on voit bien qu'ils sont en train de construire un plan, mais on ne sait pas à quelle fin. Et à la fin du tome, on sait pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce plan. Et en fait, c'est hyper bien. C'est hyper bien fait, c'est assez drôle et surtout c'est surprenant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce personnage d'Hitori, donc qui est incarné par les deux facettes des jumeaux. Il est assez particulier, il se plie vraiment il a vraiment très très envie de plaire à ce couple. Et voilà, bon, on ne sait pas pourquoi au début, mais après on comprend. Et Miggy et Dali, ils sont très déstabilisants. Ils ont un côté un peu antipathique et assez froid qu'on comprend après par la suite. Et en même temps, petit à petit, ils deviennent attachants. Et voilà, je peux pas tellement vous en dire plus, sinon je vais trop vous en dévoiler. Mais j'ai hâte de savoir comment ça va tourner, parce que je vois pas du tout comment ça peut tourner par la suite. Enfin si, je vois très bien, enfin non, enfin je vois comment ça peut tourner, mais disons que j'ai hâte de savoir comment ça va tourner surtout, c'est ça. Les 3 romans qui suivent, j'ai un roman qui est une petite déception, ce qui n'arrive absolument jamais. Enfin, c'est vraiment très très rare que je vous présente des déceptions et 2 très très bonnes lectures. Donc je vais commencer tout de suite par la déception, histoire de ne pas faire prolonger le suspense. J'ai lu le 8e tome de Meurtre, et donc là c'est Meurtre et Tarte au citron vert, qui sont les aventures d'Anna Svensson de Johan Flunk, chez Le Cherche Midi. Alors, pourquoi c'est une déception? J'aime beaucoup le personnage d'Anna, auquel j'ai un attachement très fort, donc là on va suivre. Alors c'est toujours la même chose, Anna Svensson, c'est une jeune femme qui travaille dans un cookie jar, dans un café aux États-Unis. Alors je ne sais, de Lake Eden, c'est ça. Et en gros, à chaque fois, il y a un meurtre qui est commis dans sa commune et elle va enquêter. Elle a le béguin pour 2 hommes qui sont un enquêteur et un dentiste. Et il va y avoir un triangle amoureux qui va se résoudre ou non. Il y a des personnages qui vont rentrer en scène ou non. Je vous en dis pas tellement parce que vous verrez au fur et à mesure des tomes. Ce qui a été compliqué pour moi dans cette saga, qui a été extrêmement décevant. Alors, vous me direz, ça a été écrit il y a 20 ans. Oui, mais il pourrait y avoir une petite note au début de l'ouvrage, juste 2-3 lignes. Il pourrait y avoir une volonté de la part de la maison d'édition de modifier une partie du texte, de changer certaines choses. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je trouve dommage que ça soit qu'il n'y ait rien en fait sur ce sujet-là. Anna Svensson, c'est une jeune femme qui est décrite comme un peu ronde, enfin assez forte. Je sais pas ce qu'ils appellent par forte. Dans les années 2000, forte, je vous rappelle, c'était Bridget Jones, donc une femme qui rentre dans du 38. Pardon. Et ensuite, elle a un côté pas du tout attirant apparemment, et en même temps, tout le monde est hypnotisé par elle. Alors, je dis pas qu'on peut pas être fort et ne pas être attirant. Loin de là, mais justement c'est ce côté un petit peu contrebalancé, elle est forte, donc voilà, donc on comprend pas trop, déjà premièrement ça me saoule, ça fait déjà plusieurs tomes que ça dure, mais là c'est hyper prégnant dans celui-là, et surtout, dans ce tome, Anna, elle est hantée par, elle a envie de manger un Milky Way frit. Bon, c'est une aberration, je trouve ça absolument ignoble, j'imagine que ça doit être horrible à manger. Ça doit être un plaisir coupable hyper gras, chacun son truc. Moi, je vous avoue que ça me donne pas du tout envie.
bon, moi je mange des trucs que, à mon avis, vous n'avez pas envie de manger non plus. Donc, chacun ses goûts. Mais surtout, le truc, c'est qu'en fait, elle culpabilise parce que elle a peur du regard des autres. Pendant tout le tome, elle a peur du regard des autres parce que on va la juger, parce que sa mère va faire des réflexions, parce que Machine va faire des réflexions. J'ai trouvé ça hyper relou, en fait. Et surtout, on va poser les mots sur comment ça s'appelle. Ce livre est grossophobe. Il est clairement grossophobe. Il y a plein de fois où c'est clairement dit. Je pense que peut-être soit ça ne l'était pas dans les tomes précédents, soit mes yeux ne le voyaient pas. Mais là, ça a atteint un tel sommet que, en fait, ça m'a saoulée. Pourtant, j'adore cette saga, mais là, en fait, ça m'a dégoûtée de cette saga. Où je me suis dit, on va encore parler du fait qu'elle est ronde. Ah ouais, on va encore parler du fait que ces rondeurs viennent automatiquement de la nourriture. Ah ouais, ouf, original. Donc au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Donc j'ai fini la lecture. Le triangle amoureux commence à me peser. Je trouve qu'on n'a pas avancé dans ce tome. J'ai pas trouvé grand intérêt. Je poursuivrai avec le tome 9 parce que bah voilà, j'ai quand même eu un attachement très très fort sur tout le reste de la saga. Mais si jamais on continue dans la lignée de ce tome-ci, je pense que ça va pas le faire entre Anna et moi et ça va être compliqué. Et c'est dommage parce que bah, j'adorais cette saga, mais le truc c'est que là c'est trop quoi. Trop c'est trop en fait, ça saoule quoi. Ça véhicule une image des personnes enrobées que j'aime pas du tout, qui est, enfin j'aime pas, ça va pas dans le sens de mes valeurs. Donc si ça continue comme ça, bah ce sera plus avec moi. Deux excellentes lectures qui suivent par contre, donc je sais pas trop par laquelle commencer. Je vais commencer dans l'ordre dans lequel elles arrivent. J'ai lu Un long si long après-midi de Inga Vesper. Je l'ai lu en lecture commune avec Barbara et Fanny. J'espère que je me trompe pas parce que des fois on fait tellement de lectures communes. Je vous ai déjà dit que je me mélange les pinceaux. Les filles, si jamais je me mélange, je suis désolée. On va suivre dans cette histoire 3 points de vue. On est en 1959 aux États-Unis. On va suivre la disparition de Joyce qui vivait avec sa fille et ses deux filles et son mari. Et un beau jour, elle disparaît et c'est Ruby, sa femme de ménage noire, qui découvre, en fait, elle arrive dans la cuisine, elle vient d'aller faire le ménage chez sa voisine, elle va chez Joyce. Quand elle arrive, elle ouvre la porte de la cuisine, enfin, elle trouve déjà sa fille, et quand elle ouvre la porte de la cuisine, il y a du sang. Elle a changé, la fille, la petite avant, tout ça, bref, et elle part, elle est effrayée. Et donc, elle va appeler la police, enfin, elle va appeler la voisine, la police va venir, et on va suivre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Joyce est morte? Est-ce que Joyce est vivante? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle a été assassinée? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et on va suivre cette histoire selon 3 points de vue. On va suivre celui de Joyce qui va nous décrire, en fait, sa journée. Donc, c'est très lent, c'est pas du tout sur le même rythme que les autres. On va suivre l'enquête sous les yeux de Ruby et de son histoire personnelle, qui est la lutte pour les droits des Noirs américains à cette époque-là, tout ce qui peut se passer. On va suivre sous le regard de Mike, qui est Mick, je crois que c'est Mick, qui est l'enquêteur, en fait, Mick, qui est l'enquêteur qui va être sur place pour mener l'enquête sur la disparition de Joyce. Ce livre, il va soulever énormément de sujets, il va soulever tout ce qui est au niveau du racisme aux États-Unis à cette époque-là, mais pas que, il va parler aussi des conditions de la femme, des droits des femmes. Je l'ai lu justement au moment des droits de la journée des droits des femmes, et c'était une lecture qui a été extrêmement poignante, extrêmement touchante. Elle est partie dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas, on soulève plein de choses, et j'ai beaucoup aimé les personnages, que ça soit Joyce, Mick, j'ai commencé à dire Mick ou Ruby, et je les ai trouvés extrêmement attachants, très justes en fait, et j'ai cru à un moment donné qu'on allait vers quelque chose qui ressemblait beaucoup à Alabama, 1963, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Là, on est plus, il est plus long et les personnages sont très creusés. On va vraiment chercher dans la vie de Ruby comment ça se passe et tout ça. Et ça nous donne un éclairage sur la vie de chacun, les difficultés de chacun, parce qu'ils ont chacun leurs difficultés, qui sont plus ou moins grandes, évidemment. On imagine bien que la vie de Ruby en 1959, elle n'est pas tout à fait la même que la vie de Mick. Ah, bon, bref, vous avez compris, de l'enquêteur. Mais ça n'empêche que l'enquêteur a aussi ses propres difficultés, ses propres combats et tout ça. Et voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé le rythme avec lequel on a vraiment cette description
des événements en fait avec ces ces deux temporalités différentes, puisque donc il y a Joyce et les deux autres. Et j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça hyper original et l'autrice elle arrive quand même à nous faire courir le déroulé d'une journée sur toute la lecture en fait. Et c'est hyper haletant et en même temps je prenais vraiment plaisir à retrouver chaque personnage. Je n'étais pas dans l'attente de retrouver uniquement un seul des personnages, je les trouvais tous hyper bien. Les retours que j'ai toujours vus de ce livre, de cette histoire, ça a toujours été très fort et je comprends pourquoi, parce que c'était vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice que j'ai trouvé, comme je vous disais, très très juste. Elle se place dans la peau de chaque personnage avec justesse et c'était un vrai régal. Pour la dernière lecture, j'étais en train de regarder la 4e de couverture et je vais pas vous dire ce qui a marqué sur la 4e de couverture parce qu'il y a des choses, je les ai découvertes au fur et à mesure, donc je préfère vous laisser un petit peu le suspense. J'ai lu La porteuse de mort de Stark Holborn chez Albin Michel Imaginaire que j'ai reçu en service presse. Je remercie infiniment la maison d'édition de m'avoir envoyé cet ouvrage. On va suivre ici l'histoire d'une jeune femme. On est sur une lune différente, une lune pénitentiaire sur laquelle désertique, sur laquelle nous on est propulsé là-dedans direct, on est direct dans l'action. On est avec Dee Lo, une jeune femme qui est médecin. Elle arrive sur le lieu d'un crash et sur le lieu d'un crash, il y a un commandant, un pilote qui lui dit il faut absolument sauver, bref. Et elle trouve une jeune fille qui est dans un état critique. Donc elle récupère la jeune fille et elle part, elle va la soigner et elles vont vivre des péripéties parce qu'en fait il se trouve que le crash n'est pas un crash accidentel. Il se trouve que cette jeune fille, c'est une jeune fille, mais pas que, elle est chargée de mission, elle a un rôle très très fort en fait, et on suppose qu'en fait c'est un assassinat commandité. Et donc on va suivre les péripéties de Dee et de cette jeune fille, Gabriella. Et en fait, ce que j'ai adoré alors déjà, je vais pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est que on va suivre ces deux personnages, ces deux femmes, enfin, cette fille et cette femme, qui vont nouer un lien très fort. Et surtout, on va les voir vivre des aventures. Alors, j'ai lu un bout de critique qui disait que c'était un western SF. Et c'est exactement ça. Il y a un côté très western. C'est poisseux, c'est hyper... Il fait chaud, on a du mal à respirer. Cette lune, elle est hyper hostile, en fait. On est dans un monde très, 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 très hostile. Où il y a des gros problèmes, il y a de la pénurie d'eau, tout le monde tire dans les pattes de tout le monde est traître avec tout le monde. Enfin, c'est hyper particulier, cet univers-là. Et j'ai adoré le binôme que forment Gabriella et Dee. J'ai adoré ce qu'elles peuvent vivre. Dans ce livre, on est vraiment sur un rythme hyper haletant. Ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, Stark Holborn, elle est romancière et autrice de jeux vidéo et critique de cinéma. Et autrice de jeux vidéo, ça m'étonne pas parce qu'il y a un côté très... On est dans l'action, on avance tout le temps. Et on a un côté très... on est bombardé, quoi. Vraiment, on est bombardé de ce monde-là. On en prend plein les mirettes, on a du sable dans les yeux, ça colle dans les poissons, on ne s'en sent pas bien. Et on est hyper immergé dans cet univers, mais vraiment, on est, mais c'est dégueulasse. Voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré la plume de Stark Holborn que j'ai trouvé hyper originale parce que elle a un côté... voilà, très, on est balancé là-dedans, comme si on avait été propulsé, comme si on était comme Gabriella, qu'on nous avait jeté sur cette lune-là, sans qu'on ait notre mot à dire, et que tout d'un coup, on se retrouve, on est là, il y en a partout, faut qu'on ait les yeux partout et tout ça. Et en même temps, il y a des moments où, évidemment, elle se pose, hein, et où elle réfléchissent et tout ça. Et il y a ça, et il y a le fait que j'ai adoré, parce qu'on a quasiment que des personnages féminins dans ce livre, et on a des personnages féminins extrêmement forts, avec des forces de caractère. Ce sont des personnages très fortes, mais elles incarnent quelque chose de l'autorité et du pouvoir, en fait. Elles ont tout le pouvoir, et quel que soit leur âge, et c'est ça qui est génial et qui est hyper original, c'est que Gabriella, elle a énormément de pouvoir, et pourtant elle est très très jeune, et elle a une force incroyable, et j'ai adoré cette espèce de puissance qui se dégage d'elle et de tous les autres personnages, et le personnage de Dee qui est si torturé et pour qui la vie elle est un peu complexe. On sent qu'elle a des cicatrices et qu'elle a des marques qu'on ne voit pas, en fait. Enfin, il y a des blessures internes, pas dues à un choc, elle est pas tombée, c'est pas ça, des blessures, je veux dire, dans son âme, quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette lecture qui est hyper surprenante. Au début j'étais là genre,
j'en prends plein la tronche, mais alors je comprends pas tout. Et en fait, je pense qu'il faut au moins s'enquiller 40-50 pages tout de suite, parce que sinon, on ne sait pas où on est, et on a du mal à rentrer dedans. C'est le genre de livre où si on le lâche trop tôt, on perd le fil tout de suite, on n'arrive pas à se mettre dans le bain. Il faut y aller et après, c'est bon. Alors après, c'est de la SF, mais c'est de la SF, ouais, j'allais dire c'est de la SF qu'on aime, mais en fait, je crois que j'aime la SF, mais je crois que je découvre que j'aime la SF, donc je peux pas être, je sais pas si je suis très objective, mais enfin, voilà, c'est vraiment hyper intéressant, et si vous êtes des adeptes de jeux vidéo, surtout des jeux vidéo hyper immersifs, où vraiment il y a de l'action et on est dans un univers hyper hostile, bah, faut y aller quoi, parce que c'est vraiment ça. C'était vraiment super, super chouette. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture qui était, comme vous voyez, avec des lectures en dents de scie. Il y a quand même 2 très bonnes lectures et une lecture qui m'a un peu déçue. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel de ces 3 livres vous attire. J'aime bien vous fonctionner avec les petits emojis parce que la dernière fois, je l'ai fait avec... enfin, on l'a fait parce que c'est vous qui avez mis les emojis avec le posta et ça a hyper bien marché. Et sur le posta, j'étais là genre... Alors attends, mais... à chaque fois, j'ai vu des trucs, j'étais là genre... Waouh, la fin du monde horrible. Il y en a certains qui ont une conception de la fin du monde assez rigolote et il y en a, c'est vraiment genre oppressant quoi. Donc n'hésitez pas à mettre, si vous êtes attiré plutôt par le livre d'Anna Svensson, n'hésitez pas à mettre quelque chose en lien avec la pâtisserie. Si c'est plutôt le Starkleborn avec la porteuse de mort, n'hésitez pas à mettre plutôt du feu, du désert, des choses assez hostiles. Et si c'est un long si long après-midi, n'hésitez pas à me mettre quelque chose qui pourrait, selon vous, représenter cette époque si oppressante aux États-Unis de 1959. J'ai hâte de voir ce que vous allez mettre. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!